commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fannywa avec vous pour Ansimène et puis la Sopama. Donc je vais aller vite dans l'introduction parce qu'on a beaucoup à dire aujourd'hui. Bel bonjour, bel bonsoir, parce que ça dépend à quelle heure vous regardez cette émission. Aujourd'hui, j'ai comme invité Pascal Tourbillon, le potomitan de la Sopama. Bonsoir. Merci pour toute la parole. Merci parce que c'est ça, mais merci, je suis content surtout, et puis tout auditeur, et tout le monde qui a regardé nous aujourd'hui, et puis je vais dire un bel bonjour, et puis surtout plus force. Ok. Merci Pascal. Donc on remercie bien sûr la Sopama, remercie Monsieur Emmanuel Granier, remercie Manuela et toute l'équipe de Zouk TV de nous accueillir sur son plateau chaque semaine. Ça nous permet de vous transmettre ce que fait la Sopama durant les semaines, le mois, de faire des formations comme avec Marcel Bourgade ou encore avec Marie-Jeanne Toulon ou encore avec Yasmina aussi sur des sujets comme l'eau, sur des sujets comme les ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, voilà. Donc en fait, merci Zouk TV parce que ça nous permet aussi d'avoir un échange aussi avec le peuple martiniquais et aussi pour ceux de la diaspora, ça leur permet de savoir ce qui se passe en Martinique. Donc merci beaucoup à Zouk TV. On va commencer cette émission, on va parler de l'eau, c'est la vie. Donc on va voir sur notre logo qui va s'afficher sur l'écran. Donc nous avons ASOPAMAR, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, voilà, ASSAUPAMAR. Et nous avons, je ne sais pas si on peut l'appeler un slogan parce que García Malsa m'avait dit que ce n'était pas un slogan, c'était une, bon j'ai oublié le nom, une devise, voilà. Alors c'est terre c'est bois, bois c'est de l'eau c'est la vie. Et dans cette émission-là, nous allons voir effectivement que de l'eau, c'est la vie. Et je vais faire d'abord vite fait un résumé des deux émissions qui ont été faites auparavant, avec une émission Ansimène et puis la Sopama, celle que vous avez vue la semaine dernière, et l'émission Quoi de neuf avec Rosalie Gachette qui s'est faite le 29 mai. Donc Donc en fait, vous pouvez voir les émissions de Ansimène et puis la Sopama. Donc on va voir sur la playlist YouTube de Zouk TV. Voilà, donc nous voyons ici la playlist. Donc pour aller regarder sur Internet, vous tapez sur YouTube Zouk 97.2 TV. Et vous entrez dans la playlist et vous allez voir Asopamar, la playlist Asopamar. Donc c'est A2SAUPAM, mais il manque le A, donc R. Et là, nous voyons que nous faisons des émissions depuis l'année 2020. Donc, c'est déjà 4 ans que nous faisons des émissions sur Zouk TV. Et les premières émissions, on a vu à l'image que c'était Henri-Louis Régis qui faisait les émissions, qui commençait les émissions. Henri-Louis Régis, c'est le président de la Sopama. Durant 25 ans, il était président de la Sopama et il est toujours président d'honneur. Et c'est un peu un phare, un mentor, puisque nous allons toujours le voir. On a besoin comme référence, hein, c'est ça. Donc tu voulais dire quelque chose par rapport justement? Non, je crois qu'effectivement, s'il y a des hommes qui ont participé à faire de la Sopama ce qu'elle est, il y a d'abord García Malsa. Nous ne pouvons pas oublier Pierre David non plus. Mais il y a aussi Henri-Louis Régis qui, pendant 25 ans, a dirigé de main de maître la Sopama et a donné, et en tout cas m'a permis de comprendre avec García Malsa ce que c'est que l'écologie et comment cette manière de mener, de voir avec les gens. Okay. Merci García, merci Henri pour tout ça que je fais. Mais la vie va continuer, nous allons continuer, puis c'est bon qu'il a 10 jours. Et nous avons fait pour faire de la Sopama un outil pour le service pays, un outil pour prise de conscience et puis de la réalité de notre pays. Voilà.
Alors, effectivement, donc on remercie grandement tous les membres de la Sopamar, quels qu'ils soient, parce que chaque grain de riz est essentiel pour faire un sac, pour remplir un sac. Et puis, nous, on a viré et les sympathisants aussi. Oui, nous avons viré un hommage aux mamans de la Sopamar. À tous ces gens-là qu'on... Ah oui, il y avait la fête des mères. Oui, la fête des mamans. Mais nous avons dit ça parce que c'est... ces familles, des fois, ils ont sacrifié pour mener combat tout le monde. Et ça, toutes ces gens-là, et ces femmes, c'est des femmes jock, c'est des femmes solides qui amènent dans ce parlement. Et je trouve toutes, là, nous franchissons un cap, et puis ces femmes-là qui là, des femmes comme Rosalie, comme Fanny Roy, et bien d'autres comme Micheline, que vous ne pouvez pas voir souvent, mais qui sont là, qui travaillent, chaque monde a apporté des contributions. C'est ça. Mais je ne sais pas si c'est un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice, puisque c'est pour eux qu'on œuvre, en fait, en réalité. C'est pour leur avenir. Je dis qu'ils sacrifient c'est par amour. Oui, c'est par amour, parce que ce sont des moments que, des fois, que les enfants ont besoin et ils auraient aimé garder leur maman pour mais c'est ça. Mais en tout cas, je crois que les enfants comprennent ça aussi. Et c'est ce qu'il nous faut plus fort, qu'il nous faut plus grandir et d'être au service du pays et à nos services aussi. Voilà. Merci. Donc, on va faire un petit remake, justement. Donc, le vendredi 24 mai, vous avez pu voir une émission. C'était en fait un remake que j'avais fait de quelques émissions de ces 4 années d'émissions. Donc ce jour-là, en fait, j'ai fait un petit montage pour montrer en fait le ménagement et non l'aménagement du territoire. Donc c'est Henri Louis Régis et Pascal Tourbillon qui avaient bien fait montrer la différence entre ménagement et aménagement du territoire. Donc nous ménageons le territoire. Donc nous voyons à l'écran qu'effectivement qu'on a parlé, en fait, cette émission, ce montage qui a été effectué, de Mont-Calebasse. Ensuite, après Mont-Calebasse, il y a eu le cimetière des maisons qu'il y a au François. Donc, pourquoi j'ai voulu montrer les images du cimetière des maisons qu'il y a au François au soleil levant? C'est parce qu'effectivement, en ce moment, à Mont-Calebasse, il y a des constructions qui vont mettre en danger et qui mettent déjà en danger la vie des riverains. Il y a eu une petite pluie la semaine dernière. Et bien, pour la toute première fois, depuis qu'ils vivent dans leur maison, eh bien, il y a un riverain qui s'est retrouvé avec une sorte de rivière qui sortait du mur de sa cuisine et qui a traversé sa maison. Et ça faisait 40 ans qu'il vit là, il n'avait jamais vu cela de sa vie. Et d'autres riverains encore ont eu des infiltrations chez eux, ce qu'ils n'avaient pas avant les travaux. Et ça fait des années qu'ils vivent là. Donc même il y a eu le glissement de terrain en 2011, ils n'avaient pas vécu cette situation. Donc c'est pour montrer qu'il est essentiel, et la Sopamar est là pour cela, parce qu'on avait déjà prévenu à plusieurs reprises qu'il faut faire attention quand même. Il y a la connaissance empirique des riverains, et que les sachants-sachés, les grands grecs, ne prennent pas en compte justement cette réalité du terrain, et ils font depuis leur bureau fermés, climatisés, ils font en fait, ils montent des dossiers, mais qui en réalité sur le terrain a un impact considérable. C'est ça nous toujours dit la Sopamar. Il y a connaissance empirique de la réalité du terrain. Et nous avons ça au François, pour ce levant. Les salariés de l'agriculture, les salariés qui vivaient là, qui travaillaient là, depuis nani, qui savaient qu'il y avait des sources et qui avaient attiré l'attention. Mais les grands, comme tu dis, ceux qui font les grandes études de leur bureau d'études climatisées, qui font de très belles projections, hein. Ah ben, pour eux, ça n'existe pas. Même chose à Mont-Calebasse. Il y a les gens qui vivent là, les habitants de Mont-Calebasse qui vivent là, qui ont vu le glissement de terrain. Ils ont vécu. Qui ont vécu ça, qui disent, mais nous avons ça, nous savons, nous ne sommes pas fragile.
Ah ben, ils savent ça, ils vivent là depuis leurs grands-parents. Ah ben, ils disent ça, mais ceux qui ont fait des études, voilà, BEGM et les autres, nous avons fait des études, nous n'avons pas trouvé, nous ne sommes pas aboutis aux mêmes conclusions. Et Pierre qui est chez nous, dit il y a la réalité du monde et la description du monde. La réalité du monde, c'est ce qu'ils vivent et qu'ils connaissent. La description du monde, c'est ce que font les grands Grecs avec leur bureau d'études. Costard cravate. Et voilà, on a tendance à privilégier la description du monde à la réalité du monde. C'est ça. Alors revenons à cette réalité. Et c'est cette réalité qui nous dit ce que la vie, ce que le vivant, que nous devons protéger, que nous devons sauvegarder. Et c'est ça la mission de la Superman. Merci Pascal. Alors effectivement, donc on a vu le cimetière de Maison, et puis après, dans cette émission-là, j'ai fait, dans mon petit montage, j'ai mis aussi Thierville-Lasnief. Et c'était Marcel Bourgade qui nous expliquait c'était quoi. Voici Marcel Bourgade. Donc il est membre de la SOPAMAR depuis la naissance de la SOPAMAR. Il était étudiant. Il était étudiant, jeune lycéen, puis étudiant. Il a toujours, s'est toujours battu et s'est toujours impliqué au sein de la SOPAMAR. Donc, en fait, il a expliqué c'était quoi une ZNIEF. Et pourquoi il avait expliqué à l'époque c'était quoi une ZNIEF? Parce qu'il y a des travaux en bas du cimetière de Thierville, à Scholcher, qui engendrent des problèmes dans le cours d'eau de la rivière. Et qui dit engendre des problèmes, apporte beaucoup plus d'eau avec pression dans le cours d'eau, dit que toutes les personnes qui vivent le long de la rivière en aval, voilà. À moi, aval, à chaque fois, c'est comme bâbord, tribord, je ne sais pas trop, mais j'arrive quand même à me situer. Donc, en aval, eh bien, vivent justement... de la rivière, en bord de la rivière, voilà. C'est plus simple. Imagine. C'est plus simple. En fait, c'est une langue symbolique, en fait. Voilà. Très imagée et très belle. Donc, effectivement, les personnes qui vivent tout le long de la rivière, plus bas que ces travaux, eh bien, ils sont en train de subir des dégradations de leur terrain aussi. Donc, on voit le lien entre les constructions et aussi l'impact que ça a sur tous les riverains qui sont autour. Que ce soit Montcalbas, Soleil Levant, Thierville, c'est la même chose. Donc, ces constructions-là. Et c'est ça, en tout cas, dit tout à l'heure, les grands Grecs, avec leurs études, font des aménagements. Ils aménagent la nature. Alors que nous, avec Garcia Massa, nous avons dit qu'il faut ménager cette nature. Ménager le cours d'eau, ménager le terrain, ménager, tu as dit le cours d'eau, mais nous avons dit ravine, et ces Français ont des difficultés à comprendre ravine. Ravinant, c'est bien un cours d'eau, mais qui raviné, qui a des ravins, qui a... Oh, ça dépend. Donc c'est ça, en définitive. Et c'est tous les jours pour nous dire réalité pays noirs et nous pas venir et puis de gros aménagements, mais à nous ménager pays noirs pour nous les générations actuelles, mais pour les Chinois qui vont venir demain. Voilà, ménager, ça fait penser à prendre soin. Prendre soin. Voilà. Alors, effectivement, donc, on a vu dans cette vidéo-là Thierville, Lasnief, donc ça se trouve en dessous du cimetière de Thierville. Et on continue parce qu'après, on a vu sur cette vidéo le glissement de terrain qu'il y avait eu à Sainte-Marie. Donc il y a eu des glissements de terrain, des personnes qui ont perdu leur maison. Donc c'est l'image 5 sur Manuela. Voilà. Et puis on voit là la route qui s'est complètement effondrée et qui s'était effondrée devant les yeux, devant la vidéo de la SOPAMAR. Oui, on était là. Voilà, on était présents. Oui, on était allés et puis on voit tout un pan de terre qui descend devant nous. On aurait avancé de quelques mètres, on serait tombé dans la crevasse. Mais c'est pour te dire la nécessité. Et merci, Fanny, de faire le lien entre tout ça, où on voit tout ce travail qu'il faut lorsque nous travaillons sur le terrain. Parce que nous avons aménagé notre cadre de vie, mais lorsque nous le ménageons, nous tenons compte de cette réalité
nous prononçons de cette réalité pour ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est ça, et c'est tous ces éléments-là le montrent. Non pas de façon négative, mais c'est pour dire ce que nous avons à faire, ménager ce que cela signifie. Et lorsqu'on ne prend pas soin de ça, ben, la nature se venge. Elle reprend sa place. Elle reprend sa place. Je prends une image pour dire se venge, mais elle prend sa place. Elle vit, elle continue à vivre. Et ça montre, c'est pas nous. La nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de C'est la nature, tout à fait. Voilà. Et donc, nous avons encore dans cette émission-là, en fait, ce petit montage. Donc, il y a aussi l'image de la rivière de Sainte-Marie, où, hélas, des personnes, sans penser aux autres qui sont en bas, font des enrochements. Donc, ils protègent leur petite zone de parcelle de terre, mais après, en bas, c'est la catastrophe, puisque l'eau descend avec une force et puis va inonder les zones qui sont beaucoup plus en bas. Donc, en fait, tout est en interdépendance. Donc, lorsqu'on fait quelque chose, il faut penser à ce qui se passera aussi en bas. Donc, c'est pas chacun fait son petit coin et puis bon, tant pis pour les autres. Vaille que vaille. Voilà. Et c'est ça. C'est toujours une question de culture aussi. La culture gréco-latine et la culture de cartésienne que j'ai imposé, chaque morceau qui a fait un petit morceau, c'est bien moi qui a fait tamouin, alors que la vie est quelque chose de global, avec interdépendance. Et le slogan ou la devise de la Sopam dit, c'est bois c'est de l'eau, toute la vie, l'eau, la forêt, la vie, la rivière. Et qui dit air aussi. Forêt dit air aussi. Voilà. Et donc c'est ça. Et c'est tenir compte de ça pour faire un ménagement, et pour nous permettre la vie, le vivre. C'est ça. Et puis nous allons finir là avec le petit montage qui a duré 55 minutes. Nous allons voir l'image avec Alain Billard. Donc c'est lui qui nous expliquait ce qui était en train de se faire dans la réalité sur le terrain. Alain Billard, c'est un membre de la Sopamar qui est aussi vice-président de la Sopamar, de Madame Rosalie Gachette, avec Jean Bocali aussi, qui est aussi vice-président. Donc ça m'a permis quand même de vous montrer aussi quelques membres de la Sopamar qu'on ne voit pas sur le plateau, mais qui sont là et qui sont vraiment sur le terrain. Et qui font un travail sur le terrain énorme. Voilà. Donc je vous invite aussi à aller regarder une émission qui s'est faite le 29 mai avec Emmanuel Granier. C'était avec Rosalie Gachette. Donc c'est une émission qui est très intéressante parce que Rosalie Gachette, présidente de la Sopamar, elle démontre clairement que cet aménagement est voué d'intérêt économique et ne va pas de magouille, de corruption et de tour de passe-passe à monter des dossiers et monter les projets coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Pascal, tu connais ça, parce que toi, tu es dans la commission juridique. Et donc, tout le temps, nous avons à voir ça. Et tous ces messieurs, dames qui viennent avec leurs grands projets, ils ont un seul souci, c'est leur souci financier. Combien d'argent ça va leur apporter, coûte que coûte, au dépend de la vie, au dépend de l'environnement, au dépend du vivant. Et c'est ce que nous reprochons souvent. Nous avons à aménager notre pays, nous avons à organiser la vie, il nous faut construire pour que nos gens puissent y habiter. Il nous faut faire de l'agriculture, il nous faut faire tout ça. Mais ce n'est pas une question de faire de grands ensembles de bâtiments avec du béton un peu partout. Et la seule référence, c'est combien ça va me rapporter, même si des gens meurent après, au moment même de la construction des fois. Et durant l'émission, donc, Mme Rosalie Gachette explique justement toutes ces corruptions, et que ce soit les grandes firmes internationales, les multinationales et tout, etc. Mais ils ont besoin aussi d'un coup de pouce des personnes qui ont du pouvoir ici et qui sont dans les administrations. Donc, il y a une sorte
Pour payer sur tirer, il faut qu'on y vole. Pour payer voler, il faut qu'on y tirer. Des personnes sur le terrain pour voler sur le terrain. Très souvent, malheureusement, certains de nos élus servent de soutirer à ces grands voleurs, à ces grands prédateurs multinationaux. Et la Sopamar aussi, donc, c'est terre, c'est bois. Bois, c'est de l'eau. De l'eau, c'est la vie. La vie aussi, c'est les êtres humains. Et nous protégeons aussi le patrimoine des êtres humains. Parce que protéger le patrimoine du Martiniquais, c'est protéger aussi la Martinique pour pas qu'elle parte entre les mains des étrangers et d'arriver à ce que Aimé Césaire a appelé le génocide par substitution. Parce que s'accaparer de la terre, c'est s'accaparer en fait du territoire. Un peuple sans terre ne peut pas vivre, ne peut pas subsister, quoi. Et je crois que c'est Kali qui dit dans une de ses chansons, des gens qui ne connaissent pas mon pays achètent ma terre dans n'importe quel moment. Et puis ils viennent faire n'importe quoi. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que la vie de chez moi. Mais c'est pour eux, ce sont des terres d'aventure, ce sont des terres sans maître qui doivent s'accaparer comme ailleurs, comme partout dans le monde, et puis faire ce qu'ils veulent, leur business, avec la corruption de ceux qui sont là quelquefois. Voilà. Et donc, effectivement, donc, on protège le patrimoine des Martiniquais et des Martiniquais. Donc, ce samedi 1er juin, nous allons soutenir M. Mano Lipan. Voilà, donc vous allez voir sur le direct de Facebook de la Sopamar, c'est quoi le problème que vit M. Mano Lipan, mais que vivent un grand nombre de Martiniquais. Voilà, un grand nombre de Martiniquais. Donc, vous irez en direct sur le Facebook, ou vous venez pas en direct sur le Facebook, mais venez sur le terrain, venez rencontrer les Joséphains. Donc ça se fera à Belle-Étoile, à Saint-Joseph, pour comprendre, pour vivre avec Mano, pour le soutenir et pour dire aux autorités, Zot Pekemete Lipan de Wakaili. On dit dans la Kaili. Oui. Et nous avons ça, il y a une des d'autres pensées de la Sopamar, slogan de la pensée. Penser globalement, mais agir localement. Et c'est ça. La vie aussi, nous avons dit, il faut protéger le foncier, il faut protéger la terre, il faut protéger le vivant, globalement, mais M. Lipan, à Belle-Étoile, à Saint-Joseph, il faut que nous soyons là pour dire ça. Et c'est ce travail-là, penser globalement, mais agir localement. Et c'est ça l'un des points d'ancrage. Plus nous serons nombreux, plus on mettra la pression. Et c'est comme ça que faisait la Sopamar avant, parce qu'il y avait la masse qui était présente sur le terrain. Aujourd'hui, je ne sais pas si on est victime des réseaux, je ne sais pas si on est victime. Je ne sais pas si c'était la force de la Sopamar. Oui, c'est une autre manière de travailler, parce que j'ai remarqué que la nouvelle génération utilise beaucoup les réseaux sociaux. On a beaucoup travaillé sur le virtuel, et je crois des fois, il faut revenir sur le terrain, revenir en masse sur le terrain, et que les réseaux sociaux servent de relais. Il ne faut pas que ce soit un remplacement, mais que ce soit le relais. On est sur le terrain tous, le plus nombreux possible, et puis le relais se fait par les réseaux. Soutenir M. Lipan, ça sera faire en sorte que d'autres victimes ne vivent pas la même chose, c'est-à-dire qu'on accapare de leur terre, ou qu'on accapare de leur terre et puis qu'on expulsion. Et ces expulsions-là, vous voyez, localement, c'est ce qu'on a fait, mais ces expulsions-là, c'est ce qui se fait en Kanaki, que nous voyons là. C'est ce qui se fait ailleurs, partout. Et chaque fois que les Français arrivent ailleurs, c'est ce processus en Guyane, c'est ce processus d'expulsion. Mais ça se fait avec leurs lois. Et chaque fois, ils inventent une loi nouvelle, ils interprètent la loi comme ils veulent pour utiliser cette loi pour mettre hors de leur terrain, de leur patrimoine, les gens, le vivant, les gens qui vivent là. Et c'est ce travail-là que nous faisons aussi, c'est soutenir M. Lipan,
c'est soutenir le foncier martiniquais, c'est soutenir la terre martiniquaise, c'est soutenir le peuple martiniquais contre les prédateurs. Et aussi, nous soutenons bien sûr les Kanaks, nous soutenons aussi les Guyanais, parce que plus de 90% de la terre guyanaise, la France s'en est oui, accaparée. l'État français s'en est accaparé et distribue à la volo à qui elle veut, mais elle garde ça comme si que c'est son bien. Mais comment on peut m'expliquer que la Guyane qui se trouve à 8000 km est un territoire français? Je ne comprends pas ça. De quel droit? Qui ça qui a le droit d'écouter ça? Mais enfin, c'est bail coaching, et puis on a des études internationales. Alors, bien sûr, la Guyane, la France, la Guadeloupe, la Réunion étaient inscrits parmi les territoires à décoloniser. Eh bien, aujourd'hui, on a tiré ça. On parlait du peuple martiniquais. Là, les Français ont rayé ça. Ce ne sont pas des peuples, nous sommes des numéros dans un ensemble. Mais c'est des vagabondageries. Mais la réalité est plus forte. Et nous savons, nous sommes dans un centre d'histoire, nous allons gagner et nous allons expulser ces prédateurs pour redevenir maîtres de nos pays et le développer comme nous l'entendons au profit de nos enfants et pas au profit des prédateurs. C'est ça. En pensant justement aux numéros que tu parlais, que nous étions des numéros, il y a une conférence vendredi soir à la bibliothèque Schœlcher, dite Schœlcher, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé, à Fort-de-France, où Madame Beaufort va parler justement du matricule au nom de l'état civil. Donc, comment ils vont passer d'un numéro à un matricule, en fait, à l'état civil. Mais l'état civil, c'est quoi? C'est aussi un code barre. C'est une sorte de propriété, tutelle, sous une tutelle française que nous sommes. Voilà. Donc, il y a aussi, donc, lorsqu'on dit qu'on protège le patrimoine, donc le vendredi 31 mai, il y a aussi la Sopamar et la famille de Lévis qui se trouve à la cour d'appel, qui s'est trouvée à la cour d'appel de Fort-de-France, voilà, le 31 mai. Voilà. 31 mai, c'est le... Vendredi. Vendredi, Voilà. demain, oui. Voilà. 31 À 8 heures. À 8 heures, à la cour d'appel de Fort-de-France. Donc, on est sur le combat sur le terrain, mais aussi on est sur le combat au niveau juridique. Donc, oui, c'est savoir aussi comment la Sopamar travaille. Elle travaille sur le terrain, elle dénonce, elle mobilise, mais aussi elle va dans les institutions administratives, mais aussi elle va au tribunal aussi. C'est pour te dire que c'est tout un travail liénage, et c'est tout ça qui fait que la Sopamar, quand elle va au tribunal, quand la Sopamar va au tribunal, les gens racontent leurs histoires, mais nous avons une présence sur le terrain qui nous permet de comprendre et de faire comprendre, quelquefois aux juges, quand ils le veulent bien, faire comprendre aux juges quelle est cette réalité. C'est la réalité du monde. Au lieu de dire du monde, quand ils disent avec leurs droits, mais la réalité de notre peuple martiniquais, du terrain martiniquais. Et c'est ça, l'un c'est complémentaire de l'autre, complémentaire. Donc nous avons vu une mobilisation sur le terrain, ce sera samedi matin, mais une mobilisation à faire au tribunal, c'est le 31 mai. Le 31, le vendredi matin. Et nous sommes toujours là. Voilà. 31 mai, avec la famille d'Elvie au Monde Vert, mais ça se passe contre M. Salibert, l'ancien maire, mais sur le terrain judiciaire, sur le tribunal de Fort-de-France, la cour d'appel. La cour d'appel de Fort-de-France, la cour d'appel de France, le 31 mai, et retenez cette date-là, tous ceux qui sont disponibles, demain, 31 mai, 8 heures, à la cour d'appel de Fort-de-France, pour soutenir la famille d'Elvie, pour laquelle on a voulu voler leur terre, en toute illégalité. Donc, on va passer à la deuxième étape. J'avais dit « Tesser bois, bois, c'est de l'eau, c'est la vie ». On voit cela sur notre logo.
Et l'émission, c'est de l'eau, c'est la vie. Pourquoi je parle de l'eau, c'est la vie? Parce que ces derniers temps, vous avez vu qu'il y a vraiment un problème au niveau de l'eau. Mais ce n'est pas ces derniers temps. Ça fait quelques années. C'est en fait ce qui s'est pas fait avant a des répercussions aujourd'hui. Donc on va parler aujourd'hui justement aussi de Cœur Bouliki. C'est un sujet qui revient, mais c'est pas notre faute puisque c'est toujours d'actualité. Alors voilà. Donc on va voir déjà. Donc lorsqu'on a une rivière, il y a aussi une nappe phréatique. Et c'est la nappe phréatique qui permet, on va voir sur les images, c'est la nappe phréatique qui permet d'avoir une rivière, d'avoir une retenue d'eau et d'avoir ce cours d'eau. Mais en fait, le cours d'eau, d'avoir les ravins. Oui, c'est le cours d'eau. Il y a divers cours d'eau. Il y a des cours d'eau qui sont très larges, les fleuves. Il y a des cours d'eau qui sont moyennes, ce sont les rivières. Et puis il y a chez nous ce qu'on appelle les ruisseaux, ce qu'ils appellent les ruisseaux, mais nous avons aussi nos ravines qui sont particulières. Donc sur l'image, excuse-moi Manuela, sur l'image que nous avons là, nous voyons que nous avons la forêt. Nous avons aussi les racines des arbres qui rentrent dans la terre et nous avons l'eau de la nappe phréatique et nous avons la rivière. Donc tout est en interdépendance, c'est tout un écosystème. Il pleut, ça tombe, évaporation, l'eau qui continue à rentrer dans la terre, qui rentre dans la nappe phréatique. Il y a des mouvements de l'eau, le soleil, tout ça, etc. Et nous voyons que nous, les êtres humains, nous avons besoin de récupérer cette eau pour notre consommation. Donc on peut le capter par des citernes d'eau, par des puits, par des captations d'eau en surface, comme ça se fait à Cœur Bouliki à la rivière Blanche aussi, et aussi par les forages. Donc vous voyez ici tout à droite de l'image, nous avons un puits, nous avons aussi un forage. Donc l'image suivante nous montre, nous montre des forages. Et vous voyez que les forages, ils sont plantés dans la terre, donc c'est de grands tuyaux d'eau qui sont plantés dans la terre et qui vont chercher l'eau pour la faire remonter. Qui aspirent l'eau en quelque sorte pour la faire remonter. Pour la faire remonter et la mettre à disposition. Au mieux sur la surface pour qu'on puisse la récupérer et la retrouver dans nos robinets. Donc nous allons voir quelques petites vidéos qui durent pas très longtemps, mais qui sont très explicites. Donc, on va voir l'image pour... en fait, c'est des vidéos que j'ai récupérées sur YouTube, sur le site internet de Bright Blue. Voilà, donc on va voir l'image, normalement, 14, voilà. Alors, c'est très intéressant pour vos enfants qui veulent comprendre comment fonctionne un peu le monde, la technicité. Donc, vous allez sur Bright Blue, le site internet sur YouTube, et puis, vous allez taper... les surexploitations des nappes phréatiques. Donc c'est un document qui dure 9 minutes, mais c'est très bien expliqué, très bien expliqué. Et j'ai pris quelques extraits justement de cette vidéo. Donc on va voir la première vidéo et puis on se retrouve juste après. Mais ce n'est pas tout. Un aquifère qui se compacte perd définitivement sa porosité et sa perméabilité. Donc il ne sera plus en mesure d'accueillir de l'eau. Suite à cela, non seulement il ne sera plus possible de recharger la nappe, mais en cas de pluie abondante, l'eau qui ne peut plus s'infiltrer restera à la surface, avec le risque de provoquer des inondations. Voilà, donc on voit qu'effectivement, sous le lit de la rivière, dans la nappe phréatique, qu'il y a des roches. Et entre les roches, l'eau pénètre dans les roches, puis elle stagne là. Il y a des eaux de nappe phréatique qui sont là depuis 10 000 ans, 15 000 ans, et l'eau est toujours au fond, très, très, très bonne, très claire, très pure. Mais bon, avec les pollutions des sols maintenant, ça peut être aussi pollué. Donc, ici, dans cette vidéo, on voit effectivement que les roches qu'il y a dans la nappe phréatique sont essentielles pour pouvoir créer aussi les rivières. On va voir la deuxième vidéo. Ce tassement se reflète par une subsidence de la surface et un affaissement souvent irrégulier des sols, en mesure de quelques centimètres jusqu'à plus d'1 mètre par an, ce qui est absolument énorme. Pour vous rendre compte des coûts astronomiques d'un tel affaissement, considérez toute l'infrastructure qui se trouve sur et sous le sol. Les routes, les systèmes de canalisation, les câbles, les lignes de train ou de métro, mais aussi les ponts, les fondations des bâtiments, tout ça risque d'être endommagé si le sol s'affaisse. Donc vous pouvez voir cette vidéo-là sur YouTube, Bright Blue en entier. Donc effectivement,
lorsqu'on surexploite la rivière, lorsqu'on surexploite la nappe phréatique, soit l'un ou l'autre, ou soit les deux, comme ça sera le cas pour, certainement le cas pour Cœur Bouliki, puisqu'ils sont en train de faire une captation d'eau en surface et des forages qui veulent perpétuer dans le temps, eh bien, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace. Lorsque le sol s'affaisse, il n'y a plus d'espace entre les roches, ce qui fait que l'eau ne rentre plus. Et lorsqu'elle ne rentre plus, il y a l'affaissement du sol et elle reste à la surface. Il y a tous les dégâts qu'on a vus sur l'image, fissures, tout ça, etc., des tremblements et tout, etc. Mais il y a aussi des inondations parce que l'eau reste en surface. Et ce genre de problème-là, ça se passe en Californie où en une année, eh bien, on peut trouver une descente de terrain de près d'un mètre. Donc, lorsqu'on aura justement la disparition de cette nappe phréatique, lorsqu'on a une forêt comme Cœur Bouliki, eh bien, il faut savoir que Cœur Bouliki a des arbres centenaires, des arbres aussi qui sont récents parce que l'ONF fait de l'exploitation forestière. Je ne pense pas qu'il puisse. Il faudrait qu'on voit avec Marcel Bourgade un jour pour qu'il puisse bien nous expliquer la nappe phréatique. Le processus. Voilà, le processus. Mais Fanoua, il faut quand même donner une idée de l'échelle. Tu as dit ce qui se passe en Californie. Californie, c'est un immense territoire, beaucoup, beaucoup plus vaste que toute la Martinique. Donc lorsqu'il y a c'est très spectaculaire ce que l'on voit là. Mais comme nous sommes dans un petit pays, avec les mêmes phénomènes, c'est encore plus grave chez nous. Parce que le pays est plus étroit et les conséquences sont plus graves. On ne peut pas déplacer les populations de la même manière aussi facilement. Et puis ensuite, tout le terrain, avec les conséquences, se répercute sur un territoire et de façon plus développée encore. C'est ça. D'accord. Bon, ça. Voilà, nous sommes sur une île. Mais le problème de l'affaissement du sol n'a pas que des conséquences au niveau des glissements de terrain, des inondations, tout ça, etc. Ça a aussi des conséquences. Ça augmente la pollution. On se retrouve juste après cette vidéo. Oui. Par ailleurs, si la quantité d'eau dans les rivières diminue, tandis que la quantité de polluants qui sont déversés reste constante, on aura une augmentation de la concentration de polluants dans l'eau. Donc, non seulement on aura moins d'eau, mais elle sera également de qualité inférieure. Vous voyez, cette vidéo-là est vraiment très importante. Je vous conseille de la regarder du début jusqu'à la fin. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Effectivement, lorsqu'on parle justement des polluants, donc les polluants, ils sont beaucoup plus concentrés dans la petite masse d'eau finalement qui sera disponible pour la consommation des êtres humains, puisque c'est les forages et la captation d'eau en surface qui fera qu'on va boire cette eau-là. Donc lorsqu'on va avoir l'eau de Vivey, et puis ce problème-là de surexploitation de l'eau, eh bien, on risque d'arriver... Bon, on n'a pas de problème d'eau au niveau de captation d'eau en surface, puisque rien que l'usine du Nord peut desservir toute la Martinique. Oui. Voilà. Mais c'est un problème de gestion de l'eau et puis d'un réseau qui n'est pas entretenu, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons énormément de problèmes au niveau de l'eau en consommation humaine. On a, je crois, 94% de l'eau qui est captée en surface et 6% qui est captée à travers les forages. Donc voilà. Alors on va avoir aussi un autre problème, donc c'est une image cette fois-ci, donc de l'intrusion. C'est un problème qui peut se trouver à Fond-Laillé, par exemple, parce qu'à Fond-Laillé, il y a des forages. Donc là, on voit sur l'image des forages. Mais Fond-Laillé, c'est une ville qui se trouve sur le littoral martiniquais. Donc c'est pas loin de... C'est à Chelchère, c'est pas loin de la mer. C'est pas loin de la mer. Donc il y a des forages pas loin de la mer. Eh bien, déjà, lorsqu'on passe là, on voit même pas d'eau dans la rivière. Ou vraiment très peu d'eau dans la rivière. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous voyons ici sur l'image... Eh bien que si on capte trop d'eau, si on surexploite ces forages, il peut y avoir un échange entre l'eau de la mer qui peut arriver dans ces forages et puis finalement on va pomper l'eau de la mer dans ces forages. Donc il y a ce risque aussi, intrusion
salée, ce qu'on appelle intrusion salée, qui peut exister. Donc en fait, on a dans le monde entier des exemples de ce qui se fait lorsqu'il y a une surexploitation des captages d'eau en surface, ainsi que des forages. Et ils se retrouvent déjà dans de grandes difficultés. Je voulais savoir si justement, Pascal, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces phénomènes-là, ces oui. images. Ce sont des phénomènes très sérieux, à prendre très au sérieux. Et ça me gêne, c'est parce qu'on a l'impression que nous n'avons pas une idée de la gestion de notre ressource. On se contente de dire qu'on a une ressource abondante. Et puis, les pannes d'eau, parce qu'il y a une trop sécheresse. Et puis, alors, tout le monde a pleuré. Et puis, dès que le applique à tomber, nous finissons ça, nous ne pouvons pas faire ça. Or, il y a une réflexion à mener sur la surexploitation. Quelles sont les risques de la surexploitation pour la quantité d'eau, la qualité de l'eau, les mouvements de terrain. Et puis ensuite, tu as vu, la dernière, on va même, lorsqu'il y a des fourrages intempestifs, on peut même arriver à capter l'eau une remontée de salée, au lieu que ce soit une bonne eau de quantité et qualité. Et puis ensuite, comment gérer ça? Alors, je dis, quand on dit qu'il y a la ressource d'eau est abondante en Martinique, il y a quand même deux choses à dire. Globalement, une ressource abondante. Nous avons suffisamment de pluie d'une manière générale. Mais nous avons deux déséquilibres. Un déséquilibre entre le nord et le sud. Le sud a été plus déboisé, donc on a moins d'eau. Donc, résultat, on est obligé de prendre l'eau dans le nord pour emmener dans le sud. Et puis, il y a deux grandes saisons. Une saison où l'eau est surabondante parce qu'il y a beaucoup de pluie, et puis il y a une saison où c'est plus sèche. Donc ça pose le problème du stockage de l'eau. Stocker l'eau pour qu'à un moment où là on a besoin, on peut retrouver, si on en a trop cette pluie-là, pour qu'on puisse en arriver. Et puis ensuite, la distribution de l'eau pour qu'il n'y ait pas autant de fuites. Alors voilà un petit peu, il faut bien poser ça, et nos dirigeants, ceux qui s'occupent de l'eau, devraient avoir cette préoccupation totale. C'est une vision globale. Une vision globale. Voilà. Une vision globale de la réalité. Et puis, ne pas se dire, bon, nous partons d'eau, je dis à nous, nous contents, et puis nous allons continuer, nous allons recommencer sans aucune réflexion. Et c'est ça qui me peine en tant que Martiniquais. Et puis chacun essaye de tirer le drap. Oui, c'est pas moi, c'est l'autre là, c'est ça qui va voler moins, nous avons et puis un guéguerre, cette guéguerre Odyssey, SME, etc. Non, c'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça. Quelle est la pensée globale pour la Martinique? Donc on va continuer. Alors on va voir ce qui se passe à Cœur Bouliki. Donc il y aura on voit quelques images. Donc il y a les travaux de forage, et puis ils veulent pérenniser le forage à Cœur Bouliki. Donc on verra qu'ils ont mis des poteaux dans le lit de la rivière, des poteaux électriques, donc chose qui ne doit pas exister. Voilà. Donc ça fait peut-être un peu plus de 2 ans que nous sommes déjà sur le terrain pour essayer de protéger Cœur Bouliki de ces forages. Nous disons que les forages, on en a besoin. Mais c'est un cas vraiment de nécessité. De nécessité. Voilà, s'il y a une éruption volcanique, s'il y a un tremblement de terre, si l'eau n'est pas consommable en surface, oui, on peut prendre cette eau. Mais il faut la préserver pour les générations futures. Et nous avons aussi, alors on va voir le projet sur une carte, le plan de Cœur Bouliki. Donc nous voyons qu'ils ont fait, en fait, ils sont en train de réaliser, sans autorisation, une canalisation de 3,2 km pour sortir l'eau des forages pour arriver à l'usine de Durand. Donc, ils sautent sur les... L'usine de Durand, c'est une usine de traitement, oui, qui appartient à Odyssey pour le traitement des eaux qui sont... Voilà, pour qu'on puisse les emmener dans les robinets. Et puis pour redistribuer vers voilà. les robinets. Donc, ça se fait à Saint-Joseph, voilà, Cœur Bouliki, Saint-Joseph. Et donc, ils sont en train de réaliser des travaux sans autorisation. Ils sont en train de raser la forêt. On ne sait même pas pourquoi ils rasent la forêt. Ils n'ont pas d'autorisation de l'ONF. D'ailleurs, M. Paquit avait dit ça dans SEM Radio, qu'ils n'avaient pas d'autorisation de l'ONF pour pouvoir passer les câbles électriques. Donc, il le dit clairement, en plus, sans s'en cacher. Voilà. Et puis, donc, on va voir une vidéo. Voilà. Et puis, on se retrouve juste après. Oui, donc, tout à l'heure, là, j'étais à Cœur Bouliki. Vous avez vu que j'étais à Cœur Bouliki. Donc,
Une partie rentre dans la grille à Cœur-Bouliki, va dans le dessableur. Et puis une autre partie reste dans la rivière. Donc on a vu à Cœur-Bouliki qu'il y a une partie quand même qui est restée dans la rivière. Je ne sais pas si le débit réservé est respecté ou pas, mais il y a une partie qui rentre dans la rivière. Mais regardez ici, je vous ai montré le gué tout à l'heure là. Le gué est sec, sec, sec. C'est même pas humide, hein. C'est sec. Le béton est sec. Il est sec comme ici là. Et tout rentre. Ils prennent tout. Ils prennent tout. Même cette partie-là, qui devrait permettre le passage des poissons, même cette partie-là, elle est bouchée, complètement bouchée. Et nous voyons ici l'eau. Donc c'est en bas à droite, hein, en aval, qu'il y a le gué de la rivière Blanche, qui est sec, sec. Eh bien, regardez. Donc il y a de l'eau qui se dépose là. Et puis nous voyons des poissons. Voilà, nous voyons des poissons là. Mais cette eau-là, elle est beaucoup plus chaude, puisqu'elle est stagnante. Et ce n'est pas du tout bon pour la vie aquatique. Des poissons, tout ça, etc. C'est pas du tout bon. Il n'y a pas peut-être d'oxygénation, l'eau est chaude. Là, il y a une rupture écologique totale, mais vraiment une rupture écologique totale. Voilà, la rivière Blanche. Et normalement, c'est une zone interdite, c'est marqué, il y a un panneau qui est marqué zone interdite. Donc personne ne doit rentrer là, mais c'est accessible à tous. Parce que les signalisations, la sécurisation du site n'est pas faite. C'est comme à Cœur-Bouliki où les gens vont se baigner en amont de la grille de captage. Là, il y a quelqu'un qui habite là. Normalement, personne ne devrait habiter là. Voilà. Donc, il y a une rupture totale, voilà, écologique. On capte trop d'eau dans la rivière. De toute façon, le préfet a pris un arrêté, mais c'est lorsque c'est pour les bananes. Voilà, lorsque c'est pour les bananes, et puis j'ai coupé la vidéo. Mais effectivement, donc il a pris un arrêté mafieux, écocide. Voilà, il a pris écocide. Donc effectivement, dans cette vidéo-là... Tu parles du préfet. Du préfet. Alors, nous avons vu... En fait, il y avait une vidéo... Bon, j'ai pris un peu à l'envers, mais pas grave. Donc, j'ai fait une vidéo sur Cœur-Bouliki où on montre le captage d'eau en rivière, donc avec la grille, l'eau qui rentre dans la grille, qui va dans le dessableur et puis qui va monter à Durand. Et puis, il y a une quantité d'eau qui continue à circuler normalement dans la rivière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après Cœur-Bouliki, après le captage, après les forages qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont fait les forages et ils sont en train de les utiliser, les 2 forages de Cœur-Bouliki, il y a un groupe électrogène qui est en train de faire travailler les pompes pour faire remonter l'eau des forages. Donc ils prennent l'eau de Cœur-Bouliki en surface, ils prennent l'eau de la nappe phréatique de Cœur-Bouliki en sous-sol, dans la nappe phréatique, et puis un peu plus bas de la rivière, on arrive à la rivière Blanche, à la captation d'eau de SME, donc c'est le même cours d'eau, si je ne me trompe pas, hein. Voilà. Et puis, vous voyez sur ces images-là que ce qui était resté à Cœur-Bouliki dans la rivière, eh bien, SME récupère la totalité. Tout rentre dans la grille et puis est distribué pour le sud de la Martinique. Et ce qui fait qu'il y a quasiment plus d'eau pour continuer. Et lorsque je parle des producteurs de bananes, eux, ils n'ont pas de problème. Eux, on les laisse continuer à arroser les bananiers, mais la vie aquatique finit. Voilà. Et ce n'est pas aquatique seulement, puisqu'il y a l'interdépendance avec tout l'écosystème qui entoure la rivière. Oui, alors, oui, par rapport aussi à cet arrêté. Oui. Il nous reste 5 minutes. Oui, Fanny a expliqué très rapidement le problème du captage d'eau. Bon, capter l'eau, c'est prendre l'eau de la rivière ou du forage pour l'amener là où on a besoin, pour la distribuer. Mais pour cela, il y a des aménagements ou des ouvrages qui sont équipés au travers de la rivière, par exemple, là, lorsqu'on capte la rivière, et lorsqu'on fait monter l'eau, mais là, et ce barrage-là, la loi, et tout le monde comprend ça, il faut laisser suffisamment d'eau après le captage pour que la vie puisse continuer
laver avec les écrevisses, avec ça, et puis pour que l'eau ait une température normale, pour que la vie puisse continuer. Or, lorsqu'on capte trop, ah bien, évidemment, il ne reste pas suffisamment. Et on capte trop parce qu'il y a trop de pertes, parce qu'il y a trop de gaspillage, parce que les ouvrages ne sont pas suffisamment entretenus. Alors, mais voilà, et donc ça amène ça. Donc là, il est nécessaire de capter l'eau pour envoyer vers les maisons qui en ont besoin. C'est nécessaire, c'est une nécessité, on le conçoit, mais il faut toujours la sobriété écologique, savoir prendre exactement ce dont on a besoin pour permettre à la vie de continuer. Et nous dénonçons avec force l'arrêté préfectoral mafieux du préfet qui dit qu'on va pas laisser le débit réservé. Le débit réservé, c'est ce qu'il faut nécessaire. Et c'est la loi qui le dit. Hein. Et la loi qui le dit, il faut laisser le minimum pour que la vie continue à... Et nous envisageons d'attaquer l'arrêté que le préfet a fait. C'est un arrêté totalement irresponsable. C'est attentatoire, ça porte atteinte à la vie, à la biodiversité. C'est un écocide, comme tu disais quelquefois, ça porte atteinte à la vie de la rivière et à la vie humaine plus longtemps. Donc, évidemment, capter, oui, mais capter en quantité suffisante, oui, mais capter en respectant pour qu'il y ait un minimum de la rivière. Et puis, ça montre il est nécessaire de prévoir, de gérer, d'entretenir. Et je ne sais pas si, Manuela, tu peux voir, parce que c'est un peu dans le désordre, le réservoir de Solcher qui se trouve à Saint-Joseph, si on peut voir les images. Et effectivement, donc Rosalie Gachette avait démontré qu'effectivement qu'il y avait des réservoirs qui étaient là, mais qui n'étaient pas utilisés, qui devaient être réparés en 4 mois, qui n'ont jamais été faits depuis 2022. Je ne sais pas si tu peux mettre l'image. C'est le problème de l'entretien. Voilà. Donc c'était le 20 mai 2024. Ah oui. Et nous voyons, donc c'est un réservoir qui depuis 2022 devait être réparé, devait être mis en fonction. Mais nous voyons qu'il y a toujours, que c'est bien peint, c'est bien beau, mais nous voyons effectivement qu'il y a toujours de trous et que c'est pas en fonction. Et c'est un réservoir qui dessert la ville de Solcher. Et on apprend que la ville de Solcher a des coupures d'eau. Donc il y avait un article sur une radio qui disait oui, mais les réservoirs, il faut laisser la température de l'eau, ceci, cela, etc. Donc bon, je n'ai pas compris trop leur article, mais à quoi beau faire des réservoirs si finalement ils disent que ça ne sert pas à grand-chose. Mais bon, ça c'est une politique. Mais ça montre toujours le problème de gestion de l'eau, la politique d'entretien de nos ouvrages, etc. et de mettre au service de la population. Ouais. Donc il y a la possibilité d'avoir des châteaux d'eau et les châteaux d'eau ne sont pas mis en fonction. Ils ont l'argent, mais ils n'entretiennent pas le réseau. Ils ont l'argent, ils n'entretiennent pas le réseau. Ils ont l'argent, ils ne font pas les réparations sur les réservoirs. Ils ont l'argent, même pour les stations d'épuration d'eau, qui ne fonctionnent pas comme à Dillon. Comme au Robert. Voilà, donc une grande infrastructure, mais qui ne fonctionne pas. Qui a coûté des millions et des millions. La vidéo, on avait déjà fait une émission dessus. Et puis, j'aurais souhaité mettre la vidéo Raison de la baisse, s'il te plaît. Les raisons de cette baisse, c'est que il y a le changement climatique. On a déjà connu des épisodes extrêmes, mais là, ces dernières années, surtout depuis 2015, il y a une succession de périodes très sèches et aussi les prélèvements qui sont donc s'il y a moins de précipitations, il n'y aura plus de prélèvements, notamment des prélèvements agricoles, l'irrigation, et 90% de l'eau prélevée l'est pour le maïs. Voilà, donc ce monsieur explique dans un extrait de vidéo qu'effectivement, ce qu'il vit là, c'est que là, il y a une baisse de l'eau de la nappe phréatique, donc une baisse aussi des bassins, des rivières, et qui crée des problèmes dans tout l'écosystème, dans tout l'environnement de leur village. Et aussi, il explique aussi qu'il y a l'usage de cette eau-là pour l'irrigation du blé. Donc ce que nous vivons, nous, là,
En fait, il faut faire attention justement, parce que partout dans le monde entier, ils le vivent déjà. Et il y a déjà une crise de l'eau dans le monde entier. Donc nous, avant qu'on en arrive à ce stade-là, il est encore temps de réagir aujourd'hui. Il est encore temps de protéger Cœur Bouliqui et d'exiger que le réseau, parce qu'il y a 50% de l'eau est perdue dans les canalisations, parce que les canalisations ne sont pas entretenues. Donc il est vraiment important pour nous de protéger Cœur Bouliqui et d'exiger face à ces administrations qu'ils aient une vision globale et humaine et non pas ce qu'on voit dans le monde entier. J'avais encore plus de vidéos, mais les problèmes et les conséquences que vivent maintenant les gens du monde entier parce qu'il y a une surexploitation des nappes phréatiques, il y a une surexploitation de l'eau. Il y avait le problème en France des grandes bassines. Voilà. Autrement, il y a des grandes entreprises qui pompent les nappes phréatiques pour faire des jus de fruits, pour faire fonctionner leur usine. Donc, avant que ça n'arrive chez nous, je pense qu'il est encore temps, puisque nous pouvons encore faire quelque chose, voilà, parce qu'il faut voir ce qui se passe ailleurs pour éviter les dégâts chez nous. Il nous reste 1 minute, même pas, déjà 1 minute. Mais donc, ça veut dire que nous exhortons nos élus, nos responsables, à beaucoup de vigilance pour sauvegarder ce qui peut être, pour que nous ayons une gestion humaine de l'eau en Martinique. C'est ce qu'on demande. Voilà. Ok, merci beaucoup. Désolé, Zouk TV, 2 minutes. Deux rendez-vous à se rappeler. Demain, 8h à la cour d'appel pour l'affaire Delvi. Et le samedi. Et samedi, 8h sur le terrain. À Étoile Saint-Joseph. Belle-Étoile Saint-Joseph. Belle-Étoile Saint-Joseph. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes, comme on a dit.